Bonjour à tous. Du coup, bon, ça sera une rapide présentation issue d'un travail de quasiment 2 ans entre 2018 et 2019 qui visait à faire une espèce de photographie de l'état des consommations dans les bâtiments tertiaires à La Réunion. Donc, c'était vraiment essayer de faire un état des lieux sans forcément aller chercher beaucoup de leviers d'analyse. Donc, je te laisse passer les slides. D'accord. Bon, je vais passer rapidement sur on a mis une ou deux slides sur la présentation d'Artelia. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissez. En ce qui concerne La Réunion, on est une petite agence d'une trentaine et voilà, avec un gros support de nos agences en métropole. Donc l'étude en question a été réalisée sur 2 ans sur 55 sites tertiaires à La Réunion et en parallèle sur 55 sites en Guadeloupe. Parmi ces 55 sites, on a essayé de créer par échantillonnage avec Ipsos et sur la base des données d'EDF, un échantillon représentatif en termes de taille de bâtiment, en termes de niveau de consommation. Donc on avait réussi à sélectionner une vingtaine de gros sites, donc de plus de 800 mètres carrés avec des consommations importantes. Et on souhaitait, donc c'était un des souhaits des financeurs, des partenaires financeurs ADEME et EDF, avoir une bonne partie d'installations centralisées pour la clim. Donc ce qui nous a amené à posséder au final dans l'échantillon une grosse quinzaine de sites avec des groupes d'eau classés et quelques sites avec des installations type rooftop ou VRV. Si contre, on a des petits extraits de courbes de charge qui ont été relevés sur certains de ces bâtiments. Donc avec, alors là, on ne voit pas le titre des graphiques, mais avec voilà. Avec ici une différenciation semaine-week-end qui permet de voir le talon de consommation hors occupation, parce qu'on est donc dans des bâtiments type bureau qui, pour la plupart, n'ont pas d'occupation le week-end. Bon voilà, l'exemple de gauche, c'est un site équipé d'un gros groupe d'eau glacée. Celui de droite, également équipé d'un groupe d'eau glacée, mais instrumenté en demi-saison, donc avec ici un seul compresseur qui fonctionne en journée. Quelques chiffres de synthèse, on est sur des moyennes, sur notre échantillon, des moyennes de consommation autour de 100 à 120 kWh par mètre carré. Et une part d'acclimatisation qui va de 50 à 75%, selon la taille des bâtiments, avec une tendance assez nette à avoir une plus grosse part de consommation pour les installations type groupe d'eau glacée. On peut passer à la suite. Quelques chiffres de synthèse sur l'étude encore. Donc on a des consommations surface cycle liées à la clim, voilà, qui diffèrent selon les technologies qu'on a dans les sites de notre échantillon, avec, comme je vous le disais à l'instant, un ratio qui est plus haut pour les sites équipés de groupes d'eau glacée. Bon, ça nous a à première vue un petit peu étonné. Bon, voilà, c'est une constatation. On a cherché des conclusions, des raisons pour expliquer cela. On pense qu'in fine, il y a un gros laxisme sur la gestion de ces équipements, leur pilotage, on en parlera un petit peu plus tard, et tout simplement sur la maintenance de ces équipements dans beaucoup de bâtiments. Faut savoir que parmi les gros sites de l'échantillon, il y avait beaucoup de vieux bâtiments publics avec des gros volumes, des pièces assez hautes, bon, plein de particularités qui peuvent expliquer le fait que, au final, nos gros sites équipés de grosses installations ont des consommations surfaciques bien plus hautes qu'au final les petits sites équipés de simples splits correctement dimensionnés.
Voilà, je passe rapidement sur le petit tableau concernant la maintenance parce qu'on on a essayé de relever les informations de maintenance sur chacun des sites, mais c'est souvent des infos qui n'étaient pas à notre disposition. Donc, quand on était au courant de contraintes maintenance préventive, on le relevait, mais la plupart des cas, c'était les référents techniques des sites étaient en incapacité de nous dire avec quelle périodicité la maintenance était effectuée. On observe quand même des petites tendances, hein, évidemment, qui vont favoriser, enfin qui vont relier la performance des sites au taux de maintenance préventive dans l'échantillon, mais c'est voilà, à prendre avec des pincettes. Donc, au cours de nos audits, on a également effectué quelques relevés généraux sur le bâti pour se donner une vision, voilà, pour avoir un maximum de critères d'analyse sur la performance des bâtiments. Donc là encore, on n'a rien réinventé, hein, mais on a pu constater que les bâtiments qui possédaient une conception type bioclimatique, on va dire, offrait davantage de garanties de confort et de maîtrise des consommations. Parmi les bons exemples, on a pu relever quelques bonnes pratiques avec, par exemple, l'externalisation d'un maximum de coursives en dehors des zones climatisées. C'est tout bête, mais ça réduit la surface à climatiser. Et ça permet automatiquement d'avoir des casquettes ou des débords de toiture qui brisent les apports solaires. On a vu dans ces bons exemples justement des casquettes correctement dimensionnées en fonction des orientations, des films solaires, des protections de baies adaptées. Et bon voilà, donc on a quelques bons exemples où on a des corrélations assez intéressantes entre ce type de protection et les consommations de clim par mètre carré. Et donc à l'inverse, on a évidemment des exemples qui présentent tout l'inverse. Donc ici, on a un petit tableau avec l'ensemble des sites équipés de groupes d'eau glacée dans notre échantillon. Donc ici, on n'a pas les noms des sites, hein. On avait anonymisé le rendu public. Donc on a donc les différentes informations, le pourcentage, la part de climatisation sur l'ensemble du bâtiment. Donc on voit qu'on est entre 50 et quasiment 80% par endroit. On a ce qu'on appelle la charge résiduelle sur le poste de climatisation. Donc c'est-à-dire le taux de fonctionnement, le taux de consommation de la clim en dehors des horaires d'occupation de fonctionnement du bâtiment, donc que ce soit la nuit ou le week-end. Et on a le ratio surfacique par mètre carré par an, avec quelques indicateurs concernant pilotage, régulation, dimensionnement. J'y reviens dans quelques minutes. Donc il faut savoir quand même que parmi ces sites, on avait des sites certes type bureau, mais particuliers. Par exemple, dans le domaine de la défense, on a visité quelques sites de l'armée, beaucoup de sites publics, je le disais, qui, il faut bien se l'avouer, souvent comparés à certains sites privés, n'ont pas les mêmes contraintes, on va dire, de suivi, maîtrise de leur consommation. On a donc ces sites de l'armée où, a priori, couper la clim la nuit, c'est pas quelque chose qui est un sujet d'importance. Donc ça aboutit à des charges résiduelles assez impressionnantes sur certains sites, jusqu'à quasiment 100% en fait, avec des installations qui tournent en continu. Bon voilà. En termes de... Sur les commentaires, je ne sais plus ce qu'on a mis. Bon, vous aurez de toute façon les slides avec nos petits commentaires. On a un rapport public beaucoup plus détaillé qui livre pas mal d'éléments d'analyse sur tout cet échantillon qui est également disponible. On pourra vous le renvoyer. On va passer à la slide suivante.
un petit aperçu d'une instrumentation donc sur un site. Bon voilà, j'ai plus le nom du site, mais qui est assez symptomatique de ce qu'on a pu rencontrer sur une grosse partie de l'échantillon. Donc avec des consos un peu parasites hors occupation, notamment la nuit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une coupure nette le midi pendant 2 heures. Donc clairement quand même un minimum de pilotage qui permet de couper la clim a priori hors occupation le midi, mais aucune coupure la nuit. Donc des dérives importantes avec des compresseurs qui font on-off toute la nuit, toute l'année. Enfin, bon, voilà. Donc au-delà des consommations en termes d'usure de matériel, voilà, on n'en parle même pas. Et là ici en journée, pour le coup, des compresseurs qui semblent correctement dimensionnés par rapport aux besoins, à la demande du bâtiment, à la période à laquelle on l'a instrumenté. Ici, on a un site qui est avec une illustration un peu plus sympa à regarder, avec aucun compresseur qui tourne la nuit hors occupation. Donc c'est déjà un gain important par rapport au site précédent. On voit 2 compresseurs qui fonctionnent en journée. Mais ici, voilà, on a quand même un petit souci d'équilibre entre les compresseurs et la demande, avec ce deuxième compresseur qui fait le yo-yo toute la journée pour venir en support du premier, s'arrêter et revenir en support. Donc là, sur ce site de mémoire, on était plutôt sur une période en demi-saison, donc fin d'été vers avril-mai. Et c'est assez révélateur de ce qu'on a rencontré sur beaucoup de sites où quand on a instrumenté en été, en général, il n'y avait pas trop de problèmes. On avait des compresseurs de la bonne puissance qui arrivaient à 1 ou à 2 ou à 3 à délivrer la demande. Et arrivé en fin de saison estivale, donc vous savez bien qu'on ne coupe pas la clim au 15 avril, hein, ça continue quand même quelques mois. On a eu on a observé beaucoup de compresseurs qui s'arrêtent et qui redémarrent tout le temps en fait. Donc bon voilà, là c'est à nouveau symptomatique. On voit pas très bien, la couleur rend pas très bien le delta T, mais dans la mesure du possible, on a fait des mesures de température départ-retour sur chacun des sites. Bon ici voilà, on a une température qui bouge énormément. Sur d'autres sites, on a observé des pincements quand même assez disparates, hein, sur certains sites de l'ordre de 2 ou 3 degrés, sur d'autres des écarts jusqu'à 6 ou 7 degrés. On va passer à la dernière. Donc ici, on a un site qu'on juge mieux maîtrisé, avec des coupures à nouveau nocturnes, une alternance des compresseurs qui est quasiment parfaite. Là, on voit dans la répartition en haut à droite que sur la période d'instrumentation, chacun des compresseurs fonctionne le même autant d'heures. On a une cascade qui fonctionne bien. Quand un compresseur s'arrête, on a un autre qui redémarre. On a un delta T qui est à peu près constant toute la journée. Donc là, c'est pas le delta T, c'est directement les 2 températures qui sont affichées. Mais on le devine autour de 3, 3,5, peut-être 4 degrés par moment. Donc voilà, plutôt un bon exemple qui révèle un bon pilotage et un système des lois de régulation adaptées au site et à la demande, en tout cas sur la période observée et instrumentée. Donc bon voilà, juste un petit mot pour conclure. Cette étude instrumentée donc, de 55 sites, avec voilà, notamment une instrumentation assez précise des groupes d'eau glacée grâce à tout le matériel que nos partenaires habituels, dont Franck Fétic qui est ici présent, nous ont fourni, a permis de révéler pas mal de dérives en termes de pilotage, programmation, suivi des installations, a permis de soulever des questions quant au bon dimensionnement des compresseurs sur beaucoup de sites, notamment sur ces fameuses périodes de demi-saison. On n'a pas cherché à remettre en question ce qui se passait en été parce qu'on a des compresseurs qui fonctionnent à puissance nominale.
Mais ça soulève pas mal de questions et si vous avez envie d'en lire plus sur les autres aspects, parce qu'on n'a pas regardé que la climatisation, je vous invite à lire ce rapport hein, qui est public, qui traite aussi de l'éclairage et des autres consommations dans les bâtiments tertiaires. Je vais laisser la parole à Floriane pour la suite, ou Vincent peut-être. Ah oui, des questions. N'hésitez pas. Il y a un deuxième micro. Une question au fond? Hop. Oui, on va s'entendre. Deux questions, c'était la répartition spatiale des 55 sites sur la France métropolitaine et ou sur la Réunion, si on avait sur la Réunion. Et quels étaient les régimes d'eau-glacée des différents sites? Alors, c'était concernant la Réunion, c'était 55 sites qu'on a essayé de répartir. Alors, il y avait plusieurs critères hein, pour le choix pour la sélection de ces sites. Il y avait la taille des bureaux, il y avait les consommations. On voulait être assez représentatif d'un point de vue géographique. Mais évidemment, on a eu beaucoup plus de sites sur les gros bassins tertiaires dans le nord, autour du port, dans le sud, et quelques bâtiments dans l'ouest, quelques-uns au Tampon et quelques bâtiments sur Saint-Benoît. Concernant l'autre dôme, c'était en Guadeloupe. Là-bas, le paysage de la clim est assez différent. On a rencontré beaucoup moins d'installations centralisées. C'était essentiellement des bureaux équipés de splits de A à Z. Donc ça a livré une étude assez différente. Et les groupes d'eau classés qu'on a rencontrés ici, je crois que sur les 17, il y en a 15, souvent qui étaient quand même assez âgés, hein, de plus de 8 ou 10 ans. Il me semble sur les 17, il y en a 15 qui étaient à débit fixe. La plupart avec des 23 voies sur la distribution, donc des installations qu'on ne va pas caractériser d'obsolètes, mais pas forcément adaptées à une bonne maîtrise des consommations. Régime 7-12? La plupart, oui. Ouais, la plupart régime 7-12, oui. Il y a Esteban là-bas. Oui. Alors, d'abord, c'est une constatation sur ce qu'on a mesuré. Donc, clairement, on ne s'y attendait pas en démarrant l'étude. On a tous été surpris. Hein. On en a parlé en copil avec Arcotech, avec l'ADEME, EDF. On était un peu surpris. Parmi les pistes d'explication, il y a plusieurs choses. On pense que plus facilement sur ces grands bâtiments équipés de grosses installations, on a plus de monde, moins de suivi, plus de laxisme, plus de dérives potentielles d'usage en fait, tout simplement. Donc ça c'est une raison. Il y a la raison que ce sont des vieilles installations avec des débits fixes et puis des régulations pas forcément très adaptées, avec souvent des maintenances pas du tout proactives. Et après, c'est un peu au cas par cas, quoi. On a quand même vu des installations centralisées bien maîtrisées hein, sur certains sites qu'il faut remonter la moyenne. Mais et on a, sur ces gros sites également, on a beaucoup plus de surfaces climatisées qui ne le sont pas dans d'autres sites. Typiquement, on parlait des coursives tout à l'heure, ou des espaces communs. Bon voilà, on a beaucoup plus de volume climatisé que dans d'autres bâtiments qui sont plus petits. Mais bon voilà, on était les premiers à être un peu surpris de cette observation. Oui. Attendez, juste pour nos amis qui sont en hybride, il faut utiliser le micro pour poser vos questions pour que tout le monde vous entende. Bonjour.
Je voulais juste faire un complément par rapport à ce que... Ah, il faut enlever ça aussi. Ok. Plus proche. Ok. Un complément par rapport à ce que tu as dit, Oui. puisque j'ai participé à ces audits. Sur les installations centralisées, il y avait beaucoup aussi de locaux serveurs. Oui. Et donc l'installation complète fonctionnait en permanence parce qu'il fallait climatiser le local serveur. Donc voilà, on a rencontré ça, ce qui est un petit peu étrange, mais bon voilà. Et aussi sur le centralisé, sur les speed systems, les gens sont autonomes, ils arrivent à maîtriser, alors que sur le centralisé, ils ne savent pas trop. Un manque de formation, d'expérience. Et je pense qu'ils attendaient surtout d'être conseillés par les sociétés de maintenance. Donc voilà, c'était pas vraiment un laxisme, c'est parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Oui, un manque de compétences et on a vu un manque de Ouais. maintenance. On a vu à plusieurs endroits des automates complètement chantés. On a vu quand même pas mal de bricolage, quoi. Ouais. Mais pour l'exploitant, c'est compliqué. L'installation centralisée, ils ne savent pas faire, quoi. Donc ça fonctionne et ils le laissent comme ça. Alors que le speed system, ils essayent un peu de gérer un peu les coûts. Voilà. C'est peut-être pour ça. Et en complément, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé sur les diapos. Dans les cas où on a bien le groupe de production qui est coupé la nuit ou hors occupation, bien souvent, on a quand même les émetteurs qui continuent à tourner. Les ventilocorrecteurs, très très souvent. Je pense qu'il y a à peine 10% des cas sur les clims centralisés où on a vu que les ventilocorrecteurs ou autres émetteurs étaient coupés, asservis à une programmation, à une horloge ou à la production. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des très gros écarts entre un bâtiment qui fonctionne bien, qui va être à 40-50 kWh par mètre carré par an, et des bâtiments qui fonctionnent très mal, qui sont à 150-200. Donc il y a une grosse marge de progression et qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sans gros investissements, avec une maintenance suivie juste correctement comme il faudrait, et sûrement des usages, un comportement d'usager plus cohérent, plus sobre. Donc voilà, une grosse marge de progression, et donc je pense que c'est derrière au gestionnaire de pouvoir peut-être contacter des entreprises pour reprendre des contrats de maintenance, passer le message aux salariés pour revoir les pratiques d'utilisation de la clim. Donc pas mal de leviers, je pense, assez faciles à activer pour avoir de gros gains énergétiques qui peuvent derrière impliquer de grosses économies à l'échelle de l'île. Tout à fait. Dans la plupart des contrats d'entretien, de maintenance, la maîtrise de l'énergie n'est jamais incluse. C'est juste que de la maintenance, du bon fonctionnement. On fait de la climatisation. Mais aucun nous a dit, alors soit on l'a demandé, soit on nous l'a proposé. Mais la maîtrise de l'énergie ne fait pas du tout partie de ce qui se fait actuellement, quoi. Bon, je vous remercie pour vos questions. Je vais passer le micro à Floriane.